Et nous voici de retour avec deux nouveaux invités, comme tout à l'heure lorsque nous avons eu notre petite démonstration sur la mémoire. Premier invité, Hugues Labrusse, vous êtes philosophe, poète. On peut vous décrire un peu comme ça. Oui, les qualificatifs n'ont pas grande importance. Plutôt poète que philosophe. Plutôt poète. J'étais enseignant de Aussi philosophie. Oui. Au lycée Malherbe. Au lycée Malherbe, en Cagne. Très bien. Voilà. Et Patrick Thomé, vous êtes président de l'association Dune. Je suis aussi plasticien et président de l'association. L'association qui regroupe des artistes, mais qui sont aussi pédagogues. D'accord. Donc voilà pour nous situer. Alors, Hugues, commençons tout de suite à entrer dans le vif du sujet. Vous avez un avis assez tranché sur la ou les sciences. C'est quoi votre avis un petit peu sur la science? Tranché, non. Il serait plutôt, au contraire, très nuancé. Mais dans cette enceinte, il me semble que quelqu'un, peut-être, doit prendre un peu de recul. Et cela peut apparaître comme sulfureux. Vous savez que le soufre, c'est un élément du diable. Oui. Et le diable, c'est la dualité, la duplicité. Par conséquent, la duplicité, précisément, c'est ce qui n'est pas unidirectionnel et ce qui ne répond pas nécessairement à l'enthousiasme dominant. Donc, oui, il y a un côté sulfureux, ou qui peut apparaître comme tel, mais qui en fait repose sur des faits concrets. Alors, pour en venir directement à l'essentiel, je pense que les arts comme la science, ou les sciences, car il n'y a pas la science, il y a des sciences, reposent fondamentalement dans la pensée occidentale, hein, je ne généralise pas, mais dans notre histoire, reposent sur la théologie. Voilà ce qui est peut-être sulfureux, pour le dire comme tel. Vous voulez que je précise alors l'explication? Non, mais c'est bien parce que vous parlez de l'art et les sciences. Est-ce que l'art et les sciences sont incompatibles? Bon, moi je ne suis pas philosophe, si vous voulez. Donc dans l'intervention, le penseur... On a un plasticien et un philosophe ou un poète, donc c'est bien justement... Le penseur, ben, c'est mon voisin. Non, ce qu'on a voulu faire, c'est une collaboration entre scientifiques et plasticiens. Donc nous avons travaillé peut-être un petit peu plus sur le côté émotionnel, hein, mais dans l'entreprise, on a voulu un petit peu situer les sciences et situer les arts, et ça revenait un peu aux philosophes, eh bien, de situer, si vous voulez, les choses. C'est pour ça que j'ai fait appel à Hugues Labrusse. Bon, donc, je lui laisse le soin d'ailleurs de définir un petit peu les choses, et surtout par rapport à la société actuelle, parce que l'intervention des plasticiens dans cette aventure, eh bien, est de l'ordre de l'art contemporain, si vous voulez. Donc, on n'est pas venu là pour illustrer un propos. Oui. Hein, c'est un engagement plus artistique. Oui. Voilà. Oui, alors il y a une double approche en amont et en aval, on peut dire. Alors en amont, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, à une origine théologique, il y a plusieurs dénominateurs communs à l'art et à la science. Et ici, je suis très sérieux, ce n'est pas pour broder. Hein. En effet, si on y regarde de près, d'abord pour l'art et tout particulièrement la peinture, c'est évident. Hein, on peut dire que la peinture à l'origine est chrétienne. Hein, c'est le christianisme qui va lancer la peinture jusqu'à sa modernité, y compris par exemple dans les phénomènes comme celui des vanités, hein, que notre ancien conservateur du musée de Kant à Pied avait mis en évidence dans une exposition extraordinaire et un ouvrage également extraordinaire qui est épuisé depuis. Donc les vanités, c'est bien une relation à la foi chrétienne et qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours dans l'évolution de la peinture elle-même. Hein. Alors, en ce qui concerne la science, c'est tout aussi net. En effet, la science commence par 2 ou 3 éléments significatifs
D'abord, dans l'attitude de certains saints ou moines qui ont voulu que la création de Dieu soit célébrée dans ses aspects les plus modestes, le brin d'herbe, l'insecte, Oui. hein, et l'herbier par exemple est le début de la nomenclature scientifique. Ensuite, dans la mesure où la théologie, c'est non pas la science de Dieu comme le nom semble l'indiquer, mais c'est la science de la foi. D'accord. Et la foi a pour fonction d'étudier, hein, le comportement du croyant. Et donc, c'est une science pratique. Et c'est à partir de cette science pratique que toutes les autres sciences vont commencer à se ramifier avec une dimension supérieure qui est celle que vont apporter Bacon, Descartes, Galilée, hein, mais qui, quelque part, n'ont jamais coupé le cordon ombilical. Descartes, justement. Alors oui, Descartes, c'est le pivot en quelque sorte qui fait tout basculer, parce que Galilée reste, bien malgré tout ce que l'on peut en dire, reste tout de même un petit peu dans l'obédience spirituelle. Bon, Descartes, vous connaissez sa fameuse formule, selon laquelle il est temps pour l'homme de devenir comme maître et possesseur de la terre. Alors, il faut faire très attention, il ne dit pas que l'homme doit devenir maître et possesseur de la terre, mais comme. C'est une analogie. Une analogie renvoie forcément à un précédent, hein, à un modèle. Où le trouve-t-il? Sinon dans la scolastique de la théologie, on le sait très bien, hein, il a lu saint Thomas, il participe à la controverse sur les idées innées, etc., etc. Mais également, il se réfère indirectement à l'Ancien Testament. Or, je crois que sa lecture de l'Ancien Testament est totalement faussée. Mais elle est peut-être faussée par tout le monde. Hein. Je peux en donner un exemple. Il est quand même curieux que l'on considère que notre domination sur la Terre ait été un écho et surtout une vocation indiquée et commandée dans l'Ancien Testament. Si on lit véritablement les choses, c'est presque l'inverse. Hein. L'homme est chassé du paradis parce que précisément il y a la péccabilité, le péché originel qui porte sur la connaissance, et à partir de là, il y a pullulement des noms, donc impossibilité de l'unité de sens, et la connaissance elle-même est toujours en décalage sur son objet. La connaissance, comme le nom l'indique, d'ailleurs, connaissance, vient après ce qui existe véritablement. Elle est donc toujours déphasée, elle n'est jamais, disons, adéquate et immédiate. Par conséquent, le pouvoir que envisageait Descartes est un pouvoir très illusoire, sans compter qu'il a introduit à partir de là une domination effrénée de l'homme qu'on appelle l'anthropocentrisme. Hein. Autrement dit, nous vivons dans une époque où l'anthropocentrisme mène tout. Alors on se plaint qu'on est en train de tout détruire, y compris la planète, et je pense il faut revenir à ce problème de l'anthropocentrisme. Il faut déplacer l'homme, hein, pour qu'il ne soit plus précisément le centre du monde, mais ce qui ne va pas dans le courant actuel. Hein. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Nous ici aujourd'hui, nous sommes au centre de la science, ou des sciences, voilà, n'est-ce pas? Un dernier mot, oui Patrick, allez-y. Non, mais je disais, bon, je ne sais pas s'il y a des références bibliques dans nos travaux, hein, mais comme on est dans une culture judéo-chrétienne, en ayant une lecture approfondie de nos travaux, on doit pouvoir en trouver. Très bien, merci messieurs, merci beaucoup d'être venus ici nous rendre une petite visite. Hugues Labrusse, rien qu'une apparition, c'est un livre que je peux montrer ici à l'antenne, voilà. Patrick, merci également d'être venu, l'association Dune donc, présente. On se retrouve bien avec une animation dans quelques instants sur le Village des Sciences 2009. À tout de suite. Bon, merci.